Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous accueillir pour la 5e matinale de la data d'Artefact, consacrée à un sujet aujourd'hui qui nous passionne, puisqu'il s'agit des usages de la data dans la grande distribution, et plus précisément aujourd'hui, l'émergence des retailers comme médias. Alors, je suis Jérôme Petit, je suis le managing partner d'Artefact en charge de nos clients retailers partout dans le monde. J'aurai le grand plaisir d'animer cette matinée en compagnie de Florian Thibault qui est somewhere, voilà, en train de lever la main. Merci Florian, mon homologue qui supervise tous nos projets de data marketing dans tous nos bureaux. Alors dans cette période de tension sur le pouvoir d'achat des ménages, de croissance de la part promo dans l'activité, on vous propose une offre exceptionnelle aujourd'hui avec non pas une, non pas deux, mais 4 keynotes pour un prix anti-inflation absolument imbattable de 0 € puisque vous êtes nos invités. Donc dans un premier temps, on aura l'intervention de Vincent Caillot, ici, qui est un directeur conseil chez Artefact, qui nous brossera un panorama à date de l'écosystème retail média dans le monde. Ensuite, on a le plaisir d'avoir Alexis Marcombe, qui est le managing director de Carrefour Links, qui nous donnera son point de vue sur le data sharing par les retailers, donc pourquoi faire, pour quels avantages pour les marques. À l'issue, Adrien Masson, qui est Head of AdTech Sales Southern Europe chez Amazon, qui nous conduira de la data au plan d'action, comment Amazon Ads permet de définir et d'optimiser sa stratégie retail média. Enfin, Nicolas Garino, qui est Head of Sales and Customer Success chez Lyram, qui nous décryptera un petit peu l'avenir en expliquant comment continuer à faire de l'activation média efficace dans un monde sans cookies. À l'issue, une table ronde, vous aurez le plaisir d'interagir avec notre panel de super experts, ce qui se fait de mieux dans le monde. On est ravis de les avoir et on les remercie très chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Alors, without further ado, comme on dit, quand on n'a pas peur de prendre 50 pions à la maison face à un 15 de France en surfusion, je laisse la parole à Vincent qui va nous brosser un panorama de l'offre retail média dans le monde. Merci Vincent. Merci à toi Jérôme. Bonjour à tous, bienvenue. Donc Vincent Caillot, directeur chez Artefact. Donc pour ma part, je vais vous présenter une courte introduction sur l'écosystème retail média avant de laisser la place à nos experts partenaires technologiques qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc pourquoi le retail média est un atout indispensable pour les marques et commencer par la donnée et comment la mise à disposition des données consommateurs a changé la donne dans le retail média. Donc, ça a commencé par les données third party, donc qui ont été utilisées jusqu'à il y a quelques années en majorité pour venir nourrir la stratégie retail média. Donc ces données third party, c'était des données cookies tiers qui aujourd'hui sont de plus en plus obsolètes. Pourquoi ? Dans un premier temps, à cause d'un écosystème légal qui a évolué. La protection des données consommateurs est de plus en plus forte avec les anciennes législations qui datent maintenant, notamment la RGPD en Europe. Et ces évolutions légales ont amené de nouvelles contraintes technologiques. Donc ça a commencé en 2016 avec Safari qui a supprimé les cookies tiers de sa plateforme. Et ça continue aujourd'hui avec Google Chrome, donc le navigateur qui a le plus d'utilisateurs aujourd'hui, qui a annoncé la suppression de ces cookies tiers l'année prochaine. Donc la suppression annoncée de ces cookies tiers doit amener les annonceurs, les marques, à trouver de nouvelles données pour venir nourrir leur stratégie d'activation digitale. Ça passe dans un premier temps par les données first party, donc les données propriétaires des marques, qui vont, en collectant plus et mieux la donnée, venir nourrir leur propre stratégie. Cependant, ces données first party, ces données propriétaires, aujourd'hui ne suffisent plus à venir nourrir une stratégie d'activation avancée et à valeur sur le long terme. Et c'est là où interviennent les données qu'on appelle second party, donc des données propriétaires mais qui appartiennent à des partenaires, et ici dans le cas du retail média qui appartiennent à des retailers. Et donc cette donnée second party, elle va permettre aux marques d'avoir accès à des nouveaux pans de données, notamment des données transactionnelles à une maille utilisateur bien sûr anonymisée, ce qui va permettre de venir optimiser leurs plans d'activation digitaux.
Justement, le retail média, c'est pas nouveau. Les retailers font du retail média depuis quelques années, en collaboration plus ou moins forte avec les marques. Ils utilisaient déjà leurs données shopper, leurs données transactionnelles, pour venir activer en retail média des campagnes pour les marques. Ce qui change aujourd'hui, c'est justement cet accès facilité aux données seconde partie pour les marques. Aujourd'hui, les marques vont avoir beaucoup plus d'autonomie dans la construction d'insights de leurs consommateurs, dans la création d'audience, dans l'activation de celles-ci et dans la mesure des plans d'activation d'un point de vue vente et d'un point de vue héroïste. Cette autonomie, cette collaboration accrue entre retailers et marques, ce partage de données, il est aussi permis par des évolutions technologiques et notamment des data clean rooms, notamment Amazon Marketing Cloud et LiveRamp qui vont vous être présentés par la suite, qui permettent ce partage de données à une maille utilisateur et ce, de manière anonymisée. Donc c'est ça la vraie différence aujourd'hui et le journée n'est pas terminé. Des évolutions technologiques arrivent tous les jours avec par exemple du confidential computing aujourd'hui, des nouvelles briques technologiques de compliance. Et d'un point de vue cas d'usage, on va avoir aussi des cas d'usage qui vont aller au-delà du retail média. Cette collaboration et ce partage de données va permettre de faire d'autres typologies de cas d'usage que je vais vous présenter succinctement juste après. Cette part croissance du retail média, elle se voit aussi en termes d'investissement. Donc vous avez ici les investissements retail média et les investissements médias traditionnels aux États-Unis. Et vous pouvez constater que ceux-ci ont triplé en 3 ans et vont être amenés à doubler d'ici l'année prochaine. Donc on voit vraiment l'impact du retail média et les marques ont compris cet impact. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est bien sûr le retail média a pris une partie des budgets médias traditionnels, mais on voit aussi surtout qu'il y a un incrément en termes de budget. En réalité, les budgets, certains nouveaux budgets en fait, sont arrivés pour financer le retail média, et notamment les budgets trade marketing. La digitalisation du trade marketing a amené et va amener encore plus d'investissement dans le retail média qui a prouvé la valeur incrémentale sur le long terme des marques chez leurs retailers partenaires. D'un point de vue écosystème, on vous a mis quelques outils autour de cet écosystème retail média. Bien sûr, cette vision n'est pas exhaustive et elle va être amenée à changer. Il y a toujours de nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Et vous avez différentes technologies pour venir appuyer votre process sur le process global de retail média. Que ce soit en termes de collecte de données, donc first party, second party, third party que je vous évoquais, que ce soit en termes de data processing, donc comment créer une Consumer View 360, donc ce que va permettre notamment les CDP, les data clean rooms dont je vous parlais, qui vont vous permettre de partager des données de manière anonymisée à une maille individu entre retailers et marques, la partie activation, donc bien sûr les ad servers, les DSP, et la partie insight et measurement, très importante, qui va vous permettre de mesurer la performance de vos plans d'activation, et notamment d'avoir la mesure de la performance en termes de sales et donc en termes de ROI. En termes d'acteurs, vous avez aussi bien sûr les retailers. Les retailers vont être ceux qui vont donner accès à ces pans de données, ces données transactionnelles, grâce aux données d'encarté pour les retailers ou les données directement de site pour les e-retailers. La plupart de ces retailers sont aujourd'hui dans des phases de test and learn sur le sujet, notamment de partage de données. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Carrefour et Amazon qui sont parmi les plus avancés en Europe sur le sujet, qui ont déjà scalé des cas d'usage à valeur auprès de leurs clients, auprès des marques. Et le next step, le fly, c'est d'aller au-delà du retail média. C'est une conviction forte que l'on a chez Artefact. Pour nous, cette collaboration accrue entre retailers et marques doit amener de nouveaux cas d'usage plus avancés. Donc vous avez le retail média qui sont un peu les cas d'usage socles autour de la création d'insights de vos consommateurs. À partir de ces insights, mener des plans d'activation retail média. Et surtout, ce qui est très important grâce à la donnée transactionnelle, une nouvelle fois, mesurer ces plans d'activation et les optimiser en fonction des ventes et du ROI amenés par vos campagnes. Et on a ensuite deux autres typologies de use case plus avancées, autour du trade, par exemple,
je vais vous présenter un cas d'usage succinctement autour de l'analyse des promotions et l'analyse d'impact des promotions sur le long terme entre une marque et un retailer. Et vous pouvez aussi avoir par la suite des cas d'usage autour des opérations, par exemple la supply, où grâce aux données transactionnelles, vous allez pouvoir faire des prévisions de la demande sur vos produits dans les magasins de votre retailer partenaire et donc potentiellement de la prévision en termes de supply dans ces magasins. Et je vais terminer en vous présentant deux cas d'usage que l'on a portés chez Artefact avec Carrefour Links. Le premier que l'on a mené avec Unilever et Carrefour Links, un cas d'usage retail média. L'enjeu, c'était de pousser auprès de plusieurs consommateurs chez Carrefour les Magnum Mini, qui sont des mini glaces. Et pour ce faire, on a créé 3 segments différents. Un premier segment des acheteurs Magnum qui n'avaient jamais acheté de Magnum Mini. Un second segment d'acheteurs de glace qui n'avaient jamais acheté de Magnum Mini. Et enfin, un dernier segment de console style buyers qui avaient acheté des confiseries ou des chocolats et pas de Magnum Mini. Ces différents segments, ça nous permettait d'avoir en termes d'objectifs un accroissement de la catégorie glace au global, dans une logique de collaboration gagnante-gagnante entre retailers et marques. Donc on a activé ces différents segments via DV360 et on a mesuré les résultats versus des segments business as usual. Et les résultats ont été très probants, entre 10 et 30% d'uplift d'un point de vue vente. Ce qui a amené, on a fait des extrapolations, si Unilever menait cette politique sur l'ensemble de ses campagnes et sur l'ensemble de ses catégories, on a estimé les gains à plusieurs millions d'euros sur le périmètre de la France. Donc de vrais gains potentiels. Et je vais terminer sur un cas d'usage qui va au-delà du retail média pour ouvrir le débat, ici autour de l'analyse des promotions sur le long terme d'une autre marque chez Carrefour. Donc vous voyez dans le graphe en dessous les différents impacts que va avoir les promotions pour le retailer et pour la marque, que ce soit en termes de cross-sell pour la marque, en termes de recrutement sur la marque, en termes de recrutement sur la catégorie, des consommateurs qui achetaient déjà la marque mais pas dans cette catégorie, mais surtout l'impact sur le long terme. Quel va être l'impact des nouveaux recrutés sur la marque et quel va être l'impact incrémental des nouveaux recrutés de la catégorie. Et cette analyse, elle nous a permis de créer le graphe que vous voyez juste au-dessus avec l'analyse de l'ensemble des promotions de la marque avec le retailer. Et vous voyez en vert les promotions qui sont à valeur sur le long terme à la fois pour le retailer et pour la marque. En jaune et en rouge, vous avez la même chose, mais qui est à valeur uniquement pour l'un des deux partenaires. Et en violet, vous avez des promotions qui ne sont pas à valeur pour aucun des deux partenaires. Donc l'enjeu, ça va être de trouver des mesures d'optimisation pour toutes les promotions jaunes, rouges et violettes, grâce à cette analyse des données mises en place par le retailer avec la marque. Et donc justement, je vais maintenant accueillir Alexis Marcombe, directeur chez Carrefour Links, qui va vous présenter cette stratégie retailer. Hello, je te remercie. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que j'ai plus grand-chose à ajouter. Je te remercie parce que c'est des choses qu'on présente assez rarement. Et donc c'est bien de voir un peu concrètement à quoi ça ressemble nos petites histoires. Et c'est en ce sens-là, je crois. On vient assez peu expliquer ce qu'on fait, justement. Donc, je vais prendre l'occasion ici de vous dire quelques mots sur ce qu'on fait, assez rapidement, assez succinctement. Et après, on a une session d'échange qui sera prévue pour que je puisse vous en dire un petit peu plus si vous le souhaitez. Ça, c'est intéressant parce que il y a 60 ans, Carrefour a créé le premier hypermarché. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Carrefour qui a inventé l'hypermarché. Et pour la première fois, et d'ailleurs on fête nos 60 ans le 15 juin prochain, donc vous êtes tous invités à la fête pour souffler les bougies. Pour la première fois en 60 ans, le retail c'est sexy, grâce au retail média. C'est la première fois qu'on peut se prévaloir d'être dans un truc qui est sexy. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est aujourd'hui sur un marché de la publicité qui fait déjà, sur le retail média, 100 milliards de dollars. Donc on est déjà sur un marché qui est extrêmement conséquent. En Europe, l'IAB estime qu'on est aux alentours d'une dizaine de milliards et que donc 3-4 ans, ça représentera déjà 25 milliards et 25% des investissements digitaux. Donc on n'est pas sur quelque chose
qui est un épiphénomène, on est vraiment sur une lame de fond. C'est-à-dire que si vous regardez le graphe, vous avez en premier le search avec Google. Ensuite, vous avez la vague du social avec Meta. Et la troisième vague, c'est définitivement celle du retail média. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment là qu'on se pose. Quand on parle de retail média, il faut avoir un truc en tête qui est extrêmement important. C'est que c'est pas quelque chose, et je pense que la démonstration que tu viens d'en faire est assez évidente, qui s'opère dans un garage. Donc mécaniquement, en fait, pour pouvoir opérer en retail média, il faut du scale. Il faut du scale, il faut des moyens, parce que ça coûte cher de rentrer sur ce segment de marché pour travailler correctement les choses. Correctement, c'est-à-dire avec toute la valeur qu'on est capable d'extraire de la donnée. Et pour ça, il faut le travailler à scale. Et à scale, ça se fait quand on est présent dans 40 pays, ça se fait quand on a 80 milliards de chiffre d'affaires, ça se fait quand on a 80 millions de clients, ça se fait quand on a 13 000 magasins. C'est ça aujourd'hui qui nous donne la légitimité d'investir les millions d'euros qui sont nécessaires, parce qu'on parle en millions, on ne parle pas en centaines de milliers d'euros, pour pouvoir commencer à structurer ne serait-ce que la donnée. Structurer une donnée à l'échelle pour pouvoir réaliser les traitements que vous venez de voir dans les 2 use cases, ça demande en fait des millions et des millions d'investissements. Donc ça, c'est vraiment un prérequis qui est extrêmement nécessaire et qui est extrêmement segmentant à l'entrée, il faut quand même être clair là-dessus. Si on regarde en France, Carrefour, c'est 20% de part de marché, c'est 35% sur la livraison à domicile qui est le segment le plus en croissance, 75% de couverture de la population française, c'est toujours bon de le rappeler, on est aujourd'hui un média qui est extrêmement puissant, et c'est 5000 magasins. Ici, finalement, on va vraiment rentrer dans là où la magie opère, d'une certaine manière. La capacité aujourd'hui d'un Carrefour comparé à éventuellement d'autres acteurs sur le marché, c'est d'avoir structuré une donnée de 14 millions d'encartés, 1 milliard de transactions tous les ans, 1 milliard de transactions tous les ans, 13 milliards de produits vendus. On est sur des choses où on commence à parler un peu de données et de big data. C'est 10 000 marques. 10 000 marques, c'est pas le nombre de références. C'est le nombre de marques, c'est pas le nombre de produits. Ça, c'est important. Ce qu'on fait aujourd'hui, concrètement, et Vincent l'a très bien expliqué, on va d'abord commencer à comprendre quel est le problème. Et une fois qu'on a compris le problème, on va commencer à pouvoir influencer en amont. On va le faire avec des activations off-site, qu'on va traiter par exemple avec LiveRamp, on va le faire en DOH, on va le faire en social. On va commencer à distiller le message aux bonnes personnes. Une fois qu'ils sont dans le magasin, on va venir l'amplifier au moment de l'acte d'achat. Et une fois qu'on aura réalisé tout ça, on va s'assurer que ce qu'on a fait a fonctionné en mesurant de manière extrêmement précise et par segment quel a été le niveau de ROI et de transformation attendu pour pouvoir optimiser dans une logique d'always on. Je vais passer assez rapidement sur la partie produit, mais c'est quand même important de voir qu'on a besoin de puissance si on veut pouvoir livrer. Donc aujourd'hui, le site de Carrefour, c'est 13 millions de VU que vous allez pouvoir vraiment aller toucher dans l'acte d'achat. C'est 7 millions de profils consentis. J'insiste un tout petit peu sur le consenti, parce que c'est vrai que quand on parle de 7 millions, on se dit « Ah bah les concurrents, ils ont 7, ils ont 18, ils ont 20. » Fine. Moi, j'ai un consentement pour traiter la donnée sur chacun d'eux. Et ça fait une différence qui est absolument majeure dans un air post-cookie et dans une logique un tout petit peu de respect de régulation. J'ai 3000 écrans DOH, c'est le premier réseau privé en France. C'est-à-dire qu'en termes d'acteurs DOH, en fait, on est le premier acteur. Okay. Si je vais un tout petit peu plus dans le détail quand on parle de digitalisation, quand on parle d'omnicanalité, puisque vous avez bien compris que la force aujourd'hui de Carrefour, c'est vraiment le fait d'être en capacité de toucher un client online, de le reconnaître en magasin, de lui envoyer le message et de mesurer la performance en magasin couplé à des activations digitales. Ce qu'on est en train de faire sur le couponing avec la digitalisation totale de nos coupons, c'est-à-dire en fait les coupons en régie vont s'arrêter en papier à partir de septembre de cette année, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on va en faire. C'est-à-dire qu'on va être capable en fait d'analyser en fait quel est le comportement de nos consommateurs, on va être capable online de leur envoyer le bon coupon, on va être capable de le diffuser sur WhatsApp, dans l'appli, directement par mail, par SMS, là où on considère que le comportement du consommateur va être le plus appétant et surtout en fonction de ce que lui attend de nous. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'on est capable de faire quand on parle de digitalisation et d'omnicanalité. Le coupon, vous voulez le passer en magasin, fine, il est sur votre téléphone, vous le passez. Ça fonctionne. Tout est digital aujourd'hui, tout est omnicanal. Ok ? Ça, c'est un cas d'usage qui, je pense, va être approfondi par Nicolas et Stanislas tout à l'heure. C'est toute la partie de la collaboration. C'est l'enabler de ce que vous a présenté Vincent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le Safe Haven de LiveRamp. Très concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire ici ? Si j'essaye de simplifier quelque chose qui est
parfois un petit peu compliqué, on va proposer à nos annonceurs, à nos partenaires, de venir combiner leurs données à la nôtre dans un environnement sécurisé, qui est le Safe Haven, dans lequel on va proposer un accès en data science qui va leur permettre de manière autonome est extrêmement important, de venir traiter leurs données dans l'ensemble des dimensions que vous pouvez imaginer, avec toute la granularité de la donnée Carrefour, donc à l'EN, avec la fréquence jour, etc., que vous pouvez connaître, pour déterminer finalement quelles sont les dynamiques business, quelles sont de fait les analyses de segmentation qui doivent être menées, les activations qui doivent être menées, qui peuvent ensuite être directement gérées de manière autonome, en self-service, sur les outils de nos partenaires. C'est quelque chose qui est absolument unique au monde, dans l'approche qu'on en a et la transparence qu'on offre sur ces activations. C'est là où, quand je parle de puissance, on a besoin de cette puissance de la donnée. On a besoin de cette capacité à livrer, parce qu'en fait, chaque segmentation que vous allez réaliser en retail média est mécaniquement et très rapidement extrêmement granulaire. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui de l'accompagnement. On est sur des outils sur lesquels on doit, et les partenaires avec lesquels on travaille, se font accompagner par des gens comme Artefact, par exemple, qui ont besoin de dédier des data scientists pour traiter la donnée. On n'est pas sur quelque chose qu'on met dans les mains d'un stagiaire et qui, à la fin, produit des miracles. Donc c'est des produits extrêmement avancés qui nécessitent des expertises qui le sont tout autant et un accompagnement à la mesure de la puissance de ces outils. Dans le sens. Concrètement, en fait, une fois qu'on a fait tout ça, on va être capable de mesurer. Donc on va être capable de mesurer ce qu'on a fait pour vérifier si ce que les activations, les activations menées, mind the gap, vous voyez, j'ai failli me le prendre le gap, si les activations et ce qu'on a imaginé a fonctionné. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on va faire, et on est capable de le faire sur, bien sûr, le on-site, le off-site, le social, et également la télé connectée. Donc on est vraiment capable aujourd'hui, dans toutes les dimensions de l'activation, de jouer, mais on est capable de mesurer dans cette même logique, et surtout on est capable de le faire avec les méthodologies de nos clients. Le fait que vous ayez un accès en data science à nos outils et à notre donnée vous permet de venir développer votre propre méthodologie de mesure, de venir l'intégrer à votre propre marketing mix, de manière à vérifier que ça correspond précisément à ce que vous voulez mesurer. C'est pas moi qui vous dis ouais, le ROI il est de 3,2. Non, en fait il est à 3,2 selon une certaine méthodologie. Si vous voulez le mesurer différemment, vous avez les outils qui vous permettent de le faire. Ça encore, c'est unique en termes de transparence et de capacité d'optimisation de vos budgets marketing. Voilà. Si je fais rapidement, donc en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que le retail média, c'est formidable et c'est un métier aujourd'hui qui est plutôt réservé aux gros acteurs qui ont été en capacité de structurer de la donnée. C'est quelque chose qui, pour l'offre Carrefour en tout cas, est extrêmement puissant, qui est extrêmement efficace et qui est particulièrement omnicanal. Et tout ce qu'on vient de vous présenter, c'est valable dans l'ensemble de nos géographies, à savoir nos 8 pays. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc après la version retailer de 60 ans, sur le même sujet, Adrien d'Amazon qui va nous donner son point de vue sur les angles d'optimisation de la stratégie retail média par Amazon Ads. Merci beaucoup. Bonjour, je vais avoir besoin de ça. Alors d'abord, un panorama de l'offre Amazon Ads. Je pense que c'est important de rappeler qu'on n'a pas que des outils search, mais qu'on va évidemment au-delà. Ce qui va différencier, je pense, Amazon Ads de la plupart des autres concurrents, c'est la notion d'infrastructure. On a déployé toute une infrastructure technologique et data au service des marques et des industriels. Et cette infrastructure a le bénéfice d'être extrêmement souple dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter à toutes les problématiques, à toutes les stratégies de marques. Évidemment, celles qui distribuent leurs produits sur Amazon, mais pas que. On va voir aussi qu'on a à cœur d'accompagner les marques sur l'augmentation de leurs ventes au-delà d'Amazon, notamment en D2C, et évidemment d'accompagner les marques aussi qui ne distribuent pas leurs produits sur Amazon. Donc dans la chaîne de produits que vous avez, on va prendre de gauche à droite. La première brique, c'est une brique
d'infrastructure technologique qui s'appelle Amazon Web Services, AWS, qui peut être évidemment activé par nos clients, par exemple, pour construire un ID Graph propriétaire. Ensuite, vous avez Amazon Marketing Cloud, qu'on appelle AMC, qui est notre data clean room. Et on verra que les cas d'usage sont multiples avec ces clean rooms. L'un des cas d'usage, évidemment, qu'on souhaite développer avec les marques est l'utilisation accrue de la combinaison de signaux de marque, donc la first party data, et les signaux Amazon. On va voir que cette combinaison est extrêmement puissante sur des cas d'usage d'audience, mais aussi sur des cas d'usage d'efficacité et d'efficience média. Vous avez ensuite la brique d'activation programmatique qui s'appelle Amazon DSP, qui va permettre évidemment d'adresser les inventaires propriétaires d'Amazon, mais qui va aussi permettre d'adresser l'open web. Je pense qu'on a déjà parlé au cours de cet événement, mais c'est très 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 important de pouvoir projeter le retail média au-delà du magasin. C'est très important parce que si vous voulez attirer un maximum de consommateurs, il faut le faire partout où sont les consommateurs. Donc la relation avec les éditeurs tiers, pour nous, est absolument fondamentale. Ensuite, et c'était une bonne transition, nous avons développé un outil qui s'appelle Amazon Publisher Direct, APD, qui fait quoi? C'est très simple, c'est une connexion directe entre Amazon DSP et les éditeurs de l'open web. Donc ça permet très facilement d'avoir accès aux inventaires les plus premium avec une connexion directe, c'est-à-dire plus de transparence et un working CPM en bout de course qui est beaucoup plus important. Et ensuite, la dernière brique, donc on a fait l'acquisition il y a 3 ans maintenant de Sizmek Ad Server qui va nous permettre de déployer des cas d'usage très avancés sur la mesure et de réconcilier tous les points de contact d'une marque sur Amazon et évidemment au-delà d'Amazon et d'avoir vraiment cette capacité à faire de l'attribution et de la contribution sur l'ensemble des canaux digitaux, sur les ventes Amazon, on va le voir aussi, sur les ventes hors Amazon. Parce qu'il y a vraiment un effet de recherche sur la partie retail media qui est cette partie holistique. On a envie de capturer l'ensemble des performances sur l'ensemble des channels et sur l'ensemble des ventes. Donc voilà pour le rappel de l'offre. Maintenant, je vais passer rapidement sur cette slide. Aujourd'hui, on voulait focuser la présentation sur la notion d'efficience. Moi, ça fait bientôt 10 ans que je travaille pour Amazon Ads. Donc j'étais là au lancement du bureau parisien. Et il y a un petit peu plus de 8 ans, on a lancé un KPI qui est le Return on Ad Spend, le ROAS. C'est notamment via le ROAS que le retail média s'est accéléré. Pourquoi? C'est très simple, hein. Vous êtes une marque, vous êtes un industriel, vous souhaitez vendre, vous investissez en marketing, vous avez un ratio qui s'appelle le ROAS, vous savez si vous êtes efficient ou non. Donc c'est une métrique qui est très très importante pour piloter la performance des campagnes. Et cette notion de ROAS, et je pense que c'est notamment aussi pour ça qu'on voit une forte accélération du retail média, c'est que le contexte actuel, il est tendu pour tout le monde. Et il y a un besoin absolu des directions marketing de prouver l'efficience, de prouver que les budgets marketing sont investis de manière à performer, évidemment, et de manière à être efficiente. Donc ça, c'est très important, d'où la notion de ROAS. Si on le voit bien, moi, quand je fais des meetings avec des directeurs et des directrices marketing, il y a cette pression qui pèse aujourd'hui sur la qualité des investissements et la capacité à prouver que les investissements sont pertinents. Donc on a voulu axer la présentation sur la notion d'efficience aujourd'hui. Et avant ça, un retour d'expérience de mes 10 ans chez Amazon Ads. L'efficience, c'est bien, mais l'efficacité, c'est encore mieux. Donc le ROAS, c'est très très bien, mais le ROAS, c'est pas une stratégie. Et le ROAS, ça n'a jamais fait progresser les ventes d'une marque. C'est une mesure d'efficacité, c'est un outil qui est extrêmement pertinent, mais c'est pas le seul. Donc là, moi, je mets en garde tout le monde sur... Évidemment, le ROAS est disponible, c'est super, c'est fantastique, mais on ne peut pas construire une stratégie retail média uniquement sur de l'efficience, parce qu'encore une fois, pour gagner des clients, l'efficience, ça suffit pas. Donc il y a vraiment ces deux visions à réconcilier. La notion d'efficacité, que vous allez capter avec des KPI tels que les ventes, tout simplement, ou alors l'acquisition de nouveaux clients. Donc par exemple, on a une métrique chez Amazon Ads qui s'appelle New to Brands. On est capable de piloter des campagnes sur spécifiquement l'acquisition client. Donc voilà, ce sont vraiment des recherches d'efficacité. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a construit sa stratégie sur l'efficacité,
Là, on a tout un tas d'outils à disposition pour aller chercher de l'efficience. Et l'efficience, c'est le sujet du jour. Donc la définition que vous voyez en haut de l'écran, hein, l'efficacité, c'est de faire les choses bien, et l'efficience, c'est de faire en étant le plus précis possible et en investissant le mieux possible. Donc on va voir chacun des leviers qui est aujourd'hui disponible au sein d'Amazon Ads pour aller chercher cette notion d'efficience. Et évidemment, le premier levier que nous avons à disposition, c'est la partie audience, partie targeting. Pour la partie targeting, il y a 2 choses à faire. La première, c'est d'utiliser au mieux les signaux du retailer avec lequel vous êtes en train de travailler. Donc il y a 2 possibilités de le faire. Chez Amazon Ads, vous avez un catalogue de segments d'audience standard, on va dire, avec des milliers de segments qui sont à disposition. Et vous pouvez aussi recombiner les différents signaux Amazon pour construire vos propres segments d'audience ad hoc. Donc les 2 possibilités existent. Avec l'arrivée d'Amazon Marketing Cloud, notre data clean room, ce qu'on offre aussi en termes de possibilités, c'est de merger les signaux d'Amazon et les signaux des marques et des industriels. C'est cette capacité à construire des audiences personnalisées, des audiences propriétaires qui vont évidemment générer de l'efficience puisque meilleure sera la tactique en termes d'audience, plus efficace sera la partie média. Donc ça c'est très important pour générer de l'efficience. C'est aussi très important pour générer un différenciateur fort avec la concurrence. Moi je suis persuadé que le travail sur les audiences, c'est vraiment quelque chose que les marques doivent vraiment focuser sur cet item parce que c'est un élément différenciateur. Aujourd'hui, que vous dépensez 1 million, 10 millions ou 100 millions, vous avez accès aux mêmes plateformes, vous avez accès au même catalogue d'audience. L'une des clés de la réussite dans les mois et les années qui viennent, c'est la pertinence des audiences et le fait d'être en mesure de créer ces audiences personnalisées. Et notamment, il y a un point qui est extrêmement important, encore une fois, qui va être propulsé par les data clean rooms, c'est cette capacité à le faire à un niveau propriétaire. C'est-à-dire que nous, chez Amazon Ads, on offre des outils, mais ensuite charge aux marques et aux industriels de créer, avec leur propre modeling, leurs propres algorithmes, évidemment accompagnés par des partenaires comme Artefact, leurs audiences. Ça, c'est extrêmement important parce que cette notion de propriété et d'exclusivité va être centrale. Ensuite, il y a le sujet de la personnalisation. Et ça, c'est extrêmement important également parce que la personnalisation, elle est sur toutes les lèvres de toutes les marques depuis 10 ans, mais la vérité, c'est que presque personne n'en fait, alors que c'est stratégique. Et l'une des clés de l'efficience, c'est la personnalisation, on va le voir juste après. Ensuite, il y a tout ce qui va être ce qu'on appelle l'optimisation de la supply pass. Donc encore une fois, je reviens sur la notion d'importance de la relation avec les éditeurs. Le retail média, c'est pas que les assets propriétaires des retailers, c'est aussi l'open web et la relation qu'on peut avoir avec les éditeurs. Et il faut absolument aller chercher de l'efficience aussi sur la façon dont on distribue les messages à l'extérieur des assets propriétaires des retailers. Et évidemment, pour conclure, la partie mesure. Donc à la fois la mesure sur les ventes directes, nous ce qu'on appelle le brain halo, c'est-à-dire les ventes indirectes qu'on est capable d'influencer, les ventes sur Amazon, les ventes en dehors sur Amazon, que ce soit sur un canal de D2C ou un autre canal, on va être capable de faire, de démontrer et d'aider les marques et les industriels à créer des mesures et des modèles d'attribution et de contribution personnalisés, encore une fois, à un niveau marque, ou à un niveau gamme et évidemment à un niveau groupe. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, ce que vous voyez à l'écran, les pourcentages, c'est le gain moyen d'efficacité, d'efficience, qu'on constate quand une marque applique ces différents leviers versus des campagnes standardisées. Donc, vous pouvez voir que finalement, avec pas beaucoup d'efforts, les gains d'efficience peuvent atteindre plus de 50% sur un horizon 3 à 12 mois. C'est pas quelque chose qu'on fait évidemment en 2 semaines, mais sur un temps moyen, pas forcément un temps très long, on est en capacité d'aller chercher cette efficience. Donc si on regarde maintenant un petit peu plus précisément chaque pilier, donc on avait le pilier audience, je vais passer assez rapidement parce qu'on a déjà beaucoup parlé et puis on a l'intervention de LiveRamp juste après qui en parlera aussi. Mais cette notion de croisement de données est extrêmement importante. Donc on a beaucoup de signaux chez Amazon, consommation de produits, consommation de divertissement, on a un reach qui est très important, on a une granularité qui est aussi extrêmement importante
Et évidemment, on conseille aux marques de développer leur first party data. C'est hyper important. Donc pour ça, on a des outils à disposition comme la Data Clean Room Amazon Marketing Cloud qui vous permettent de faire ce croisement pour tout un tas de cas d'usage et notamment des cas d'usage, comme je le disais tout à l'heure, de construction d'audience personnalisée. On a notamment un gros groupe de CPG qui, il y a quelques mois, a décidé d'aller explorer ce terrain. Et donc ils ont apporté leur modèle d'audience directement dans Amazon Marketing Cloud. Donc c'est pas un modèle Amazon, hein, c'est bien un modèle qui appartient à ce groupe de CPG. Et donc ça avait pour vocation à aller quelque part nettoyer les audiences d'Amazon de tous les consommateurs qui de toute façon n'achèteront jamais les marques de ce groupe, de tous les consommateurs qui sont extrêmement fidèles aux marques de ce groupe et d'aller se concentrer sur le churn en fait, sur ces clients qui achètent peut-être une ou deux fois les produits chaque année ou tous les 2 ans et essayer d'aller chercher plus de clients et une répétition accrue. Sur certains segments qui ont été créés, le ROAS a été multiplié par 10. Donc là, on voit la notion d'efficacité qui ressort par ce travail sur les audiences. Donc extrêmement important. Ensuite, il y a toute la partie de personnalisation. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on voit de plus en plus de marques, et ça va vraiment dans le bon sens, passer du temps sur la personnalisation des audiences. Par contre, des marques qui vont aller aligner le message avec les audiences qui ont été construites en amont, il n'y en a pas beaucoup. La réalité, c'est que la plupart des marques, elles vont distribuer le même message à tout le monde. Donc ça casse un peu la dynamique qui a été créée sur la partie audience parce qu'on se retrouve avec un message générique. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Donc il faut vraiment travailler aussi cette personnalisation de la créa. Donc on a des solutions qui existent. La difficulté sur la personnalisation, c'est de le faire at scale et c'est de le faire de façon efficiente, encore une fois. Donc on a construit des outils qui permettent très rapidement de créer beaucoup de versions du même créa. Ces versions vont être optimisées algorithmiquement et vont être diffusées aux segments d'audience qui réagissent le plus. Et on voit des gains de performance qui sont très très fortes. Donc là, on a l'exemple avec un groupe beauté qui fait quasiment plus 40% sur l'engagement. Et on descend 4,3 sur le ROAS. Donc on voit que ça sert à la fois l'efficience et l'efficacité. Et également, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en termes de coûts, on a également des économies substantielles qui sont réalisées, parce qu'encore une fois, on met l'accent sur cette capacité à scaler très vite ces créas personnalisés. Ensuite, donc là j'en ai parlé tout à l'heure, la relation avec les éditeurs, la capacité à aller projeter les audiences qui ont été construites sur l'open web, très très important pour nous. On a développé un outil, donc Amazon Publisher Direct, qui nous permet finalement d'avoir une connexion directe entre les bailleurs qui utilisent Amazon DSP, les acheteurs, donc les marques, et les publishers. Tout le monde est gagnant dans la chaîne. Il y a plus de transparence. Les éditeurs qui sont en fin de course retrouvent une valeur, puisqu'évidemment il y a des coûts entre les bailleurs et les publishers qui ont été bypassés. Donc la transparence, l'efficience au niveau du CPM et des performances qui mécaniquement sont accrues. Donc on voit qu'en moyenne sur 2022, sur les campagnes qui ont utilisé cette solution, on a quasiment 30% de gain d'efficacité sur la viewability, donc c'est sur le CPM visible. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très effectif. Il y a trop peu de marques encore qui utilisent ces leviers. Nous on conseille vraiment d'utiliser et on a des logiques d'AB test qui sont des protocoles de test qui sont disponibles. C'est très facile d'activer, c'est très facile d'avoir un résultat immédiat. Et ensuite, et ça c'est probablement le point le plus important de la présentation, je reviens sur cette notion de ROAS qui est évidemment extrêmement importante et qui va permettre de déterminer si on est efficace en termes d'investissement ou non. Le ROAS, il faut continuer à l'utiliser, mais il faut l'utiliser comme un outil et ce n'est pas une fin en soi. Un élément qui est extrêmement important, c'est la partie incremental value. On l'a cité en introduction de cet événement. Donc l'incrémentalité sur les ventes, ça c'est quelque chose qu'on va encore plus travailler avec les marques et les industriels en 2023. Ça va notamment être rendu possible par le fait que dans Amazon Marketing Cloud vont être onboardés des sets de données retail. Donc là je ne parle pas de données qui sont liées à l'activité publicitaire Amazon Ads, mais bien des données retail, donc vraiment retail-centric au niveau marque et au niveau produit. Et on va avoir la capacité finalement à benchmarker, à faire de l'A/B test sur un niveau produit, un niveau marque, les gens qui ont été exposés à la pub, quelles sont les ventes qui sont liées à cette exposition, les gens qui n'ont pas été exposés à la pub, quel est le niveau de vente finalement organique qui a été généré. Donc là on comprend qu'on va rentrer dans un nouveau step de mesure encore plus avancé et il est de bon ton vu le contexte démontrer l'incrémentalité de toutes les activités marketing. Il est également possible pour les marques et les industriels d'onboarder
toute la partie profitabilité pour non pas focuser sur une notion de ROAS, mais bien une notion de ROAS nettoyée de tous les coûts. Et quand on met en parallèle la notion de profitabilité et la notion d'incrémentalité, on tient quelque chose qui est quand même extrêmement puissant pour aller convaincre, quand on est un directeur ou une directrice marketing, maçon ou sa CFO ou CEO, finalement d'augmenter la part de retail média, puisqu'on a à disposition des KPI qui sont tangibles et qui sont basés sur des signaux de consommation qui sont effectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adrien. Donc après le point de vue de deux acteurs retailers, chacun dans sa partie, on va passer la main à Nicolas de LiveRamp pour parler un peu d'avenir, donc surtout la transition vers le cookieless. Merci. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je vais juste rappeler le contexte pour ceux qui ne connaissent pas LiveRamp. LiveRamp, c'est une société, on aide nos clients à consolider l'intégralité de leurs données, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, de les réconcilier à un niveau individu et de les aider à créer et à sécuriser l'ensemble des interactions avec ses clients sur l'ensemble de l'écosystème digital, média, marketing. Alors, l'objectif, c'est de parler de cette notion d'efficience et d'efficacité sans cookies, mais c'est déjà de revenir quelques mois en avance, quelques années en avance, savoir à quoi le cookie nous servait finalement. Et reprendre ces cas d'usage qui sont les plus importants. Finalement, le cookie tiers sert à une marque surtout à faire de la connaissance client, parce qu'on n'a pas forcément suffisamment d'éléments sur ses propres clients, donc se sert d'un écosystème externe pour enrichir et consolider cette connaissance. Il y a cette notion d'activation, où bien sûr, le cookie tiers permet également de reconnaître, et là je ne parle pas d'individu, mais reconnaître un device sur l'ensemble de l'écosystème média. Et enfin, la notion de mesure, où sans avoir besoin d'être logué, le cookie tiers permet d'avoir un certain retour pour analyser et mesurer l'impact des campagnes. Finalement, vu que ce cookie tiers disparaît, est en train de disparaître, il faut trouver des alternatives. Et avant de trouver des alternatives technologiques, il faut savoir comment on peut remplacer ces cas d'usage ou comment on peut continuer ces cas d'usage avec d'autres fonctions. Le premier, c'est la first party data. Alexis et Adrien en parlait tout à l'heure. Il faut capitaliser sur la first party data. C'est en marche forcée où les marques doivent capitaliser sur leur asset de données. Et également, de l'autre côté, au niveau de l'offre, les publishers doivent également commencer de plus en plus à travailler sur l'authentification pour finalement rivaliser avec les mêmes armes que les plateformes walled gardens. Et enfin, il y a cette notion de collaboration où finalement, même si le cookie tiers est encore existant aujourd'hui pour quelques mois, les entreprises vont avoir besoin de créer des liens de collaboration avec l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir continuer à exploiter cette first party data sur l'ensemble de l'écosystème. C'est la raison pour laquelle LiveRamp s'est positionné sur cette notion de clean room qui va permettre aux clients et qui permet déjà d'avoir cette relation avec l'ensemble des partenaires. Et cette notion d'interopérabilité, quelle que soit la fonction, quelle que soit la plateforme qu'on utilise, si elle n'a pas un réseau, si elle n'est pas interopérable avec l'ensemble du marché, finalement on reviendra toujours au cookie tiers. Ensuite, si on revient un peu sur les alternatives au-delà de l'open web, parce que le cookie, le third-party cookie, on en parle beaucoup pour l'open web, mais il y a déjà beaucoup de capacités, de possibilités d'adresser ses propres clients sans parler de cookies et sans parler d'open web. Et pour ça, on a déjà le retail média avec les e-commerçants et les retailers qui deviennent leur propre plateforme, leur propre carrefour d'audience et qui permettent aux marques d'investir leur budget média sur ces inventaires-là, qui sont arrivés et se sont développés ces dernières années. Il y a également les walled gardens. Donc on parle de Amazon, de Meta, de Google, de Pinterest, qui eux aussi, finalement, ont cette notion de données identifiées et qui commencent à développer et à proposer d'autres fonctionnalités comme de l'analyse, de la reconnaissance client et de l'activation sans cookie déjà depuis pas mal de temps. Et enfin, il y a un autre canal qui n'a jamais utilisé le moindre cookie et qui est en train de se développer et qui devient activable et mesurable et qui devient une alternative, c'est bien sûr la télé adressée. Et pour ça,
LiveRamp a créé des partenariats stratégiques avec l'ensemble des telcos, mais également avec l'ensemble des marques pour rendre une donnée first party activable et mesurable sur l'ensemble du parc français. Je ne donne pas énormément de chiffres, mais juste pour la téléadressée, il faut savoir qu'en fin 2023, on attend 9 millions de box, en fait, de foyers connectés et donc activables. Donc une vraie alternative au marketing multicanal. Sur cette notion de walled garden, je vais juste venir et donner un exemple de collaboration. C'est le partenariat que LiveRamp a créé avec Amazon, non pas en tant que retailer, mais en tant que plateforme technologique et carrefour d'audience, où un annonceur va avoir la possibilité d'activer et de reconnaître ses clients sur l'ensemble des inventaires d'Amazon sans avoir à partager sa donnée first party. Donc il y a une synchronisation entre l'ID Amazon et l'ID LiveRamp qui permet justement de créer ces activations sécurisées. Au-delà de ces activations, il y a également la possibilité pour Amazon en tant que publisher, pour un annonceur qui ne va pas forcément passer par le premier chemin, d'avoir la capacité de lire l'identifiant LiveRamp et de pouvoir analyser, cibler, mesurer l'ensemble des campagnes sur les inventaires et sur les extensions d'audience. Et enfin, dans le partenariat avec Amazon, ça fait un écho avec l'ensemble du marché de ce que veulent les annonceurs, c'est ne plus sortir la donnée. Pourquoi le cookie sort a disparu? C'est surtout pour une notion de sécurité et de contrôle de la donnée. Le fait de pouvoir s'intégrer directement au sein d'une clean room permet justement de contrôler ces données et de ne plus les sortir. Et donc c'est un des partenariats importants où demain les annonceurs vont pouvoir directement créer cet identifiant LiveRamp qui est reconnu sur le marché directement au sein de leur clean room. Ensuite, si on revient maintenant sur l'open web, notre sujet en lien direct avec le cookie surd, ce que je viens de dire, c'est que pourquoi le cookie surd a disparu ou est en train de disparaître, c'est pour cette notion de sécurité, de transparence et de contrôle de la donnée. Et au-delà de ça, il y a cette notion d'écosystème. C'est que le cookie surd aujourd'hui est reconnu et activable, utilisable sur l'ensemble du marché. Quand on pense first party data et activation sans cookie, on doit penser à l'écosystème. Et on doit penser à la reconnaissance de ses clients sur l'ensemble de l'écosystème. Il faut avoir des solutions qui vont être interopérables et qui vont surtout avoir une portée sur l'ensemble de l'écosystème. Sinon, on va être obligé de multiplier, de superposer les couches technologiques pour répondre à un canal, à une technologie, à un segment et à une activation en particulier. Et enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'initiatives d'identifiants qui remplacent le cookie, mais il faut penser aussi au reach. Quand on parle de reach, c'est avoir très bien, j'ai un identifiant qui remplace le cookie, mais où est-ce que je vais pouvoir, quelle est sa portée? Où est-ce que je vais pouvoir l'utiliser et quel est l'inventaire disponible aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de device, on parle d'individu. Donc on parle uniquement d'une personne qu'on va cibler depuis sa base client jusqu'à sa connexion sur un environnement logué ou sur un carrefour d'audience ou sur le site d'un retailer. Donc LiveRamp a investi depuis plusieurs années sur cette notion de cookie-less. Et juste pour un petit rappel technique, auparavant, les clients nous confiaient leur base de données, on les transformait en identifiant LiveRamp et ensuite on avait une connexion aux cookies avec l'ensemble des plateformes et qui permettait d'activer sur l'ensemble de l'écosystème. Ce qu'on a fait depuis 4 ans, c'est qu'on a appris aux plateformes et aux carrefours d'audience les plus importants à lire cet identifiant LiveRamp, à le décrypter et pouvoir faire le lien entre un client dans une base de données et son parcours et son parcours sur le carrefour d'audience ou sur la plateforme sur laquelle il va passer. Donc on a remplacé tout le chemin du cookie par le Ramp ID. Donc c'est le même identifiant qui va servir à la réconciliation, à l'activation et bien sûr derrière à la mesure. Pour ça, on a également dû créer, je parlais tout à l'heure de reach ou d'écosystème, d'interopérabilité. On a créé des connexions avec l'ensemble du marché avec une vitesse intéressante qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un reach adressable suffisant pour pouvoir vous montrer tout à l'heure des cas d'usage sur des campagnes qui performent. Donc l'objectif a été déjà d'équiper les publishers, d'avoir suffisamment de carrefours d'audience en capacité de lire cet identifiant LiveRamp, mais aussi derrière, entre la base client et le carrefour d'audience, il y a toute la chaîne technologique à qui il faut aussi
apprendre à lire cet identifiant, le reconnaître et le rendre disponible. Donc on a une couverture qui est suffisante aujourd'hui pour permettre aux annonceurs de continuer à utiliser les cookies tant qu'il y en a, mais surtout d'avoir une vraie alternative, de commencer vraiment à opérer cette transition. Pour ça, juste un exemple rapide de panorama des éditeurs qui aujourd'hui travaillent avec LiveRamp et qui sont compatibles avec l'identifiant LiveRamp dans le monde et bien sûr en France avec la plupart des gros carrefours d'audience qui aujourd'hui sont déjà implémentés ou sont en cours d'implémentation et rendre leurs inventaires disponibles grâce au Ramp ID. Ensuite, et c'est le sujet aujourd'hui, c'est comment garder de l'efficacité et comment créer une campagne qui va fonctionner avec un identifiant qui ne va pas être du cookie. La première chose, c'est déjà être sûr qu'on va améliorer le ROAS d'une campagne. Aujourd'hui, vous avez des études Forrester, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais qui prouvent déjà que depuis 2 ans, les campagnes à audience équivalente, à budget équivalent, apportent déjà un retour sur investissement intéressant, au même titre que le cookie. Il y a la notion d'augmenter le reach, parce qu'aujourd'hui, même si on utilise encore le cookie, on a déjà des inventaires qui se sont passés du cookie depuis très longtemps. Je pense à Safari, Firefox. Aujourd'hui, on a la capacité de reconnaître des individus également sur ces inventaires. Et donc de mener des campagnes en double run avec du cookie et de l'identifiant sur ces inventaires-là. Ensuite, il y a augmenter l'efficacité, parce que quand on crée une campagne, aujourd'hui on raisonne à un nombre de devices, un nombre de terminaux qu'on va cibler. Là, on raisonne à l'individu. C'est pour ça qu'on augmente la performance et le retour sur l'investissement, parce qu'on va vraiment toucher l'individu et non pas une multitude d'écrans qui potentiellement appartiennent à cet individu qui s'est connecté. Et enfin, vu qu'on parle d'individus et qu'on parle d'authentification de first party, tout ce qui est activé est mesurable. Parce que dans les partenariats qu'on a ficelés avec les plateformes, c'est la possibilité de récupérer aussi cet identifiant pour mesurer. Donc c'est les 4 éléments importants qui nous amènent à la performance des campagnes. Et si je rentre un peu plus dans le détail de comment monter une campagne, et c'est la question que beaucoup nous posent aujourd'hui, c'est déjà de travailler sur les budgets. Aujourd'hui, pour qu'une campagne marche, il faut qu'elle ait du budget. C'est peut-être évident à dire, mais souvent, certains annonceurs vont pas forcément investir suffisamment pour une technologie qui est nouvelle. L'objectif, c'est vraiment de tester des campagnes qui ont le même investissement, le même budget qui était fait par le passé. Également, de bien déterminer les KPIs. C'est qu'aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher. Est-ce qu'on va aller chercher des KPIs médias, de performance, de conversion, d'attribution. Il y a cette notion de framework. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire de l'A/B test? Est-ce qu'on va faire une campagne classique? Est-ce qu'on va faire de la vidéo? Est-ce qu'on va faire du display? C'est important d'avoir dès le départ, de connaître le chemin qu'on va utiliser. Et ensuite, la taille d'audience. Donc pareil, pour avoir, il faut travailler à armes égales, et il faut avoir des audiences significatives. Parce qu'encore une fois, vu qu'on travaille à l'individu et plus au device ciblé, il faut que les audiences soient suffisamment, importantes pour avoir un effet intéressant sur le média. Et enfin, la durée de campagne, bien sûr, pour avoir les learnings, pour avoir les retours suffisants et de pouvoir modifier une campagne en cours ou travailler sur ces enseignements. Il faut du temps. Et il faut que la campagne elle soit finalement égale à celle que vous faisiez par le passé, donc plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça reste une conduite au changement pour les entreprises, pour les agences, parce qu'on n'a pas les mêmes indicateurs. Et l'indicateur clé, c'est encore une fois, c'est l'individu et non pas le nombre d'impressions qu'on va avoir sur des différents devices. La preuve par l'exemple, c'est qu'il y a déjà 2-3 ans, on a commencé à faire des campagnes où l'objectif, c'était même pas de montrer une rentabilité, c'est déjà de montrer que le chemin fonctionnait entre une base client et un inventaire. Donc on a mené des campagnes avec un acteur de la finance. Pareil, il a fait une campagne avec du cookie, une campagne sans. Et il s'est aperçu que finalement les résultats étaient probants et surtout les résultats étaient les mêmes. Mais le premier indicateur, c'était de montrer que le chemin fonctionne. On peut cibler quelqu'un sans cookie sur un inventaire média. Ensuite, on a commencé à accélérer et à avoir des campagnes qui ont apporté des vraies performances. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, déjà la possibilité d'avoir un reach incrémental sur des inventaires qui n'étaient plus disponibles aujourd'hui. On a vu des belles évolutions, entre 16 et 25%. Il y a également cette notion, toujours pareil, en ciblant un individu, on arrive à baisser le CPM
sur une campagne d'acquisition. Ensuite, également, toujours pareil, ce reach incrémental, on a des campagnes qui sont arrivées jusqu'à plus de 36% de reach incrémental sur l'ensemble des campagnes. Pour finir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bien sûr, c'est un gros changement pour les entreprises. Les solutions existent. Quel que soit l'outil ou quel que soit l'ID que vous allez utiliser, le maître mot, c'est vraiment cette notion de sécurité et d'interopérabilité. Encore une fois, si votre identifiant n'a qu'une portée très faible, vous allez devoir multiplier les couches technologiques et finalement perdre en efficacité de l'ensemble de vos ressources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, LiveRamp travaille avec l'ensemble de l'écosystème média pour créer ces connexions. Il faut imaginer un peu comme une constellation, on va avoir en fait tous ces liens et les clean rooms vont aider à ça, à avoir cette donnée chez soi, de la sécuriser et de la rendre en fait activable sur l'ensemble de l'écosystème. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Peut-être si nos experts veulent bien venir avec nous sur scène, on va engager la table ronde. Donc Adrien. Ok, installez-vous messieurs. Donc tiens, Flo, là, j'ai eu des instructions très fermes d'Anaïs sur le sujet. Messieurs, mettez-vous où vous le sentez. Donc c'est l'occasion de poser des questions aussi. Non, c'est bon, bouge pas, je suis bien à côté de toi. Donc voilà, on va commencer, on a préparé quelques questions pour notre panel d'experts, mais on va ouvrir la salle aux questions derrière. Alors Flo, je crois que tu avais une première question que tu brûlais de poser à notre panel. Effectivement, merci Jérôme. Une première question que j'aurais, effectivement, c'est pour une marque qui souhaite se lancer, quels seraient les arguments clés à aller donner au C-level, donc notamment CMO, Chief Commercial Officer, éventuellement CEO, pour se lancer dans une stratégie de retail média et commencer à lancer là-dessus, à animer un petit peu cette stratégie, à aller utiliser de la data des retailers, de la data d'Amazon, mélanger avec ces data first party, etc. C'est des sujets qui sont quand même techniques, qui sont quand même compliqués. À votre avis, quels sont les arguments clés pour vendre ça? Et je vais peut-être commencer par Alexis. Merci. Finalement, c'est comme n'importe quelle stratégie média. C'est-à-dire que dans Retail Média, il y a média. Donc la première chose, c'est de savoir en fait ce qu'on veut faire. C'est de déterminer précisément en fait quels sont les objectifs qu'on cherche à mener, d'aligner les moyens avec ces objectifs et ensuite de s'assurer que la mesure que les KPI seront déterminés à l'avance de manière à pouvoir les atteindre. Parce que si on ne sait pas où on veut aller, on risque pas d'y arriver. Donc ça, c'est peut-être un peu basique et j'enfonce une porte ouverte un peu à dessein, mais finalement, ça n'a rien de bien sorcier. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que mécaniquement et systématiquement, je vais même aller un tout petit peu plus loin, systématiquement, ce qu'on constate, c'est que les annonceurs avec lesquels on travaille ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'en fait, c'est quand même des choses qui sont nouvelles, qui nécessitent des expertises, on l'a quand même vu, qui sont somme toute un tout petit peu différentes de je balance un peu à tout va, j'optimise mon reach, etc. On est sur des usages marketing et business qui sont complexes. C'est-à-dire qu'on est finalement beaucoup plus proche d'objectifs marketing business que d'une approche média pure et simple entre guillemets. Il n'y a pas d'offense quand je dis ça, mais on est très proche du business. C'est-à-dire que le retail média, il parle avant tout au business avant de parler aux médias. Et donc c'est à mon sens le premier point, c'est vraiment d'aligner les deux de manière à pouvoir déployer des stratégies médias au service du business plus qu'au service du marketing. C'est-à-dire que quand on est dans une stratégie de retail média, on ne se dit pas le réflexe initial, c'est pas de se dire j'ai créé un produit à destination des femmes 34-49 et donc je vais aller cibler de la femme 34-49 en médias, sur les machins. Non, on va analyser qui achète les produits, on va s'apercevoir que c'est peut-être pas la cible marketing ou en tout cas média qu'on avait identifié et donc on va se concentrer sur les cibles marketing. On va rapidement s'apercevoir qu'en réalité il n'y a pas une typologie d'acheteurs mais qu'il y en a peut-être 3, 4, 5 différentes, qu'on va adresser
différemment, avec des messages différents. Et je rejoins vraiment Adrien sur le côté, c'est important d'avoir des créas qui soient en lien avec les segmentations qu'on va aller opérer, et ensuite de mesurer un petit peu tout ça. Et comme de la même manière sur la mesure, on ne mesure pas chaque segment d'audience de la même manière, parce que tous n'ont pas nécessairement le même objectif. Sur une même campagne, on peut avoir un segment d'audience qui a une vocation vraiment à créer de la notoriété, avec une logique de reach extrêmement large. On va avoir des segments qui vont être plutôt exploratoires, avec des logiques de ROI très très forts. Voilà, donc on va pouvoir mixer au sein même d'une campagne plusieurs typologies finalement d'activation qui vont nécessiter des expertises qui sont vraiment particulières. Voilà. Merci, bonjour à tous. Pour répondre un peu plus brièvement, je vais dire que déjà, première chose, je pense qu'il faut y aller et il faut se lancer. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a Carrefour qui a une offre incroyable en retail média, Amazon qui fait la même chose, il y a d'autres acteurs qui le font sur le marché. Il faut y aller. Et comme l'a dit Nicolas, il faut tester aujourd'hui avec une campagne, 2 campagnes. Alors, une campagne marketing, ça reste une campagne, donc ça peut ne pas fonctionner. Il faut en lancer 1, 2, pour se faire une idée de ce que vous pouvez attendre du retail média. Et la principale chose, c'est quand on parle de retail média en magasin ou on-site, c'est la capacité à aller parler à des consommateurs qui sont déjà dans une logique d'achat avec une approche personnalisée. Ça, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Et quand on parle d'off-site, c'est la capacité pour des marques qui sont généralement assez pauvres en first party ou en first party qualifiée consentie à accéder à des volumes significatifs at scale pour pouvoir toucher off-site des consommateurs avec aussi une approche personnalisée. Et pour moi, le troisième point qui est clé et qui est aussi révolutionnaire, c'est comment utiliser le retail média et la donnée retailer pour comprendre l'impact réel de ces campagnes médias ou de ces campagnes retail média, et donc d'avoir l'accès à la mesure qui est aussi, cette fois, people-based, au niveau de l'individu, et pouvoir ensuite permettre d'améliorer et d'optimiser en permanence ce qu'on fait. Je pense que c'est ça les 3 principaux aspects qui doivent permettre à une marque de se dire « Ok, je me lance ». Et en effet, il faut être accompagné. Ce n'est pas des sujets simples, mais il y a beaucoup d'acteurs comme Artefact, par exemple, ou d'autres qui aujourd'hui ont la capacité de vous aider à lancer une première campagne ou une deuxième première campagne, de comprendre. Et évidemment, on peut aller ensuite beaucoup plus loin, onboarder sa donnée first party, mais c'est des choses qui s'apprennent, et il faut ensuite se fixer des objectifs clairs, des use cases clairs avant d'aller plus loin, mais déjà il faut tester. Alors moi je vais être un peu brutal. Si on parle de CEO ou de CFO, le retail média ça les intéresse pas. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas y aller évidemment, mais si on adresse ces publics-là avec l'angle du retail média, je peux vous garantir que vous allez faire un four. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est les bénéfices du retail média pour une ou un CEO ou un ou une CFO, c'est quoi? Le premier, c'est une meilleure connaissance de ses consommateurs. Et toutes les entreprises devaient être obsédées par la connaissance du consommateur. Le retail média, c'est une machine, un moteur pour emmagasiner de la connaissance de ses clients via des signaux de consommation. Et c'est ça qui est unique sur le retail média. Donc ça, pour moi, c'est le premier angle à développer. Le second, et c'est complètement bateau, mais je suis d'accord avec toi, c'est juste que le retail média, ça permet d'accélérer son business. Donc quand on adresse une CFO, ce qui va l'intéresser, c'est l'accélération du business. Et notamment 2 choses dans le business, l'incrémentalité et la profitabilité. Et le retail média, ça sait faire ça. Et le troisième point, c'est que ça sait faire ça parce que ça amène une mesure qui est une mesure extrêmement efficace, puisqu'elle part de la vente. On est sur quelque chose, encore une fois, qui est extrêmement concret. Et on est, je pense qu'on est vraiment au cœur du business. Le retail média, oui, c'est du marketing, mais c'est surtout du business. Il y a une étude qui est parue récemment, justement, sur les prévisions d'investissement ou de désinvestissement des CFO par levier. C'était assez révélateur de voir que le marketing était finalement le segment qui était le plus à risque. Donc il y avait une grosse majorité de CFO qui pensaient à couper les budgets marketing, mais c'était aussi le segment avec le plus fort potentiel. C'est-à-dire que c'était très segmentant. Il y a des CFO qui veulent couper et il y a des CFO qui veulent investir plus. Donc je pense que vraiment s'il faut peser dans la balance, il faut vraiment parler de business et parler de consommateur, ce qui est plutôt lié.
Merci Adrien. J'ai préféré la réponse de Stan qui dit que finalement le premier truc à faire c'est se faire aider par Artefact. Ce qui makes a lot of sense de mon point de vue. Moi j'aimerais bien rebondir sur un point que tu as dit tout à l'heure Alexis, c'est-à-dire c'est un truc de grand pour l'instant, ces sujets-là, le data sharing, le retail media. C'est complexe, nous dit Stan. Mais en même temps, on voit les chiffres, on se dit ok, c'est 100 grosses patates, 100 milliards déjà. Ça fait que grossir. Donc toutes les marques ont de l'appétence là-dedans. Donc oui, les Procter & Gamble, les Unilever de ce monde, ils ont déjà compris ça. Mais les marques plus petites, qui sont moins structurées, commencent à venir dessus. Donc on va les appeler les newbies dans ce monde-là. Ça serait quoi vos conseils pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut pour démarrer en fait sur le sujet? C'est des objectifs, mais au-delà, en termes d'organisation, en termes de quels moyens consacrer au sujet. Je vais renvoyer la balle à Adrien pour faire le tour dans l'autre sens. Merci. Alors, moi, je challenge un peu le côté newbies. Le retail media, pour moi, c'est d'abord un outil à destination des marques qui sont les marques les plus petites. Un élément pour moi qui est assez révélateur de ça, c'est la sélection sur Amazon en France. C'est 400 millions de références. Alors pas 400 millions de marques, mais 400 millions de références. Donc on voit que le champ des possibles pour toutes ces marques, tous ces industriels qu'offre le retail media, il est absolument fantastique. Et les offres retail media aujourd'hui, c'est avant tout des fondamentaux qui sont, on va dire, basiques, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que pour faire du sponsored ads, par exemple, sur Amazon Ads, c'est relativement simple. On est sur des outils qui sont automatisés. Il n'y a pas besoin de budgets qui sont extensifs, qui peuvent être liés complètement à la capacité des ventes des marques de vendre sur la plateforme. Donc la prise en main est facile. Après, ce qui est difficile, évidemment, c'est de mettre en place des cas d'usage qui sont beaucoup plus avancés, par exemple sur la customisation des audiences. Et la barrière à l'entrée des marques pour accéder à ces basiques, à ces fondamentaux qui sont très très forts, c'est faible, c'est facile. Donc voilà, je challenge juste ce point-là. Ensuite, les conseils. Le premier conseil, et ça va te faire plaisir, c'est de se faire accompagner. C'est très important parce que le retail media, c'est à la frontière de beaucoup d'expertise. Le marketing, le commerce, la data, la tech, l'analytics. Et le rythme d'évolution des différentes offres est extrêmement rapide. Donc c'est, je pense, le meilleur conseil que je peux donner à n'importe quelle marque qui se lancerait aujourd'hui ou qui voudrait se lancer sur le retail media, c'est vraiment de trouver le partenaire pour les accompagner. Ça peut paraître basique, mais c'est excessivement important. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'aligner les objectifs et les moyens. Donc tu disais tout à l'heure, une campagne, ça reste une campagne. Oui, une campagne, ça reste une campagne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait une première campagne et qu'on va faire x10 sur les ventes sur un horizon 12 mois. Ça, c'est pas possible. Donc il faut vraiment être aussi très clair sur les objectifs et donc sur les moyens. Et le troisième point, c'est cette approche vraiment step by step, du plus basique. Et encore une fois, le mot basique dans ma bouche est très, très positif. Donc il y a des choses qui existent, qui sont faciles à implémenter. Et il faut commencer par ça. Et ensuite aller développer des cas d'usage qui sont beaucoup plus matures, beaucoup plus avancés, au fur et à mesure qu'on crée sa courbe d'expérience. J'ai pas grand-chose à ajouter. Peut-être un point, en effet, il faut commencer par le début et se lancer. Se faire accompagner, pourquoi c'est important? Quand on parle de retail media, je pense qu'on est quand même en train de parler de la transformation complète de la relation entre un distributeur et une marque. Et donc pourquoi il faut se faire accompagner? Parce que si on veut aller chercher des use cases un peu plus avancés, ça veut dire qu'en termes d'organisation, enfin déjà en termes d'éducation, vous allez changer la manière de collaborer avec un retailer. Donc le Key Account Manager qui gère un retailer, aujourd'hui, il va parler de certains sujets, mais il ne va pas forcément parler du retail media. Quand il va construire son joint business plan avec le retailer, ce sujet ne fait pas encore partie des joint business plans. Donc il y a une partie d'éducation qui est très importante pour savoir comment est-ce que, en fait, l'objectif final, c'est de satisfaire le consommateur. Donc comment est-ce que je mets ce nouveau levier au sein de la relation que j'ai avec le retailer. Ensuite, il y a un sujet d'organisation. Dans les grandes organisations marques aujourd'hui, il y a déjà des équipes CRM, il y a déjà des équipes médias, il y a des équipes trade et Catman qui tous, on va dire, interagissent avec le consommateur. Vous rajoutez à ça la brique de la 2P data, donc la donnée d'un retailer par exemple, il faut s'assurer que ces 4 équipes-là, elles vont se parler autour d'un seul objectif commun qui est de satisfaire et d'améliorer l'expérience du consommateur. Mais ça, c'est un enjeu considérable
Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ces équipes-là, elles travaillent de manière silotée dans les entreprises. Donc il faut se faire accompagner sur ce sujet-là. Et après, comme l'a dit Adrien, il y a des enjeux de data, de compréhension de la donnée disponible et laquelle est pertinente et intéressante, de compréhension sur chacune de ces équipes dont on vient de parler, des plateformes tech qui sont disponibles et utilisables. Et donc il faut réussir à réunir dans des pôles de compétences technologiques et, on va dire, analytiques, le savoir sur quelle est la plateforme pertinente, quels sont les use cases et comment est-ce que je vais lancer ces analyses-là. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel il faut se faire accompagner. Merci. Je vais essayer de faire court et de faire simple. Une question qui est simple en apparence, mais qui en réalité revêt plusieurs réalités. Le premier point, quand je disais tout à l'heure que c'est un métier entre guillemets qui s'adresse au gros, je parlais de la structuration des offres côté retailer. C'est-à-dire qu'en réalité, pour pouvoir commencer à jouer, quand on est un retailer, en réalité, on a besoin de moyens et de mobiliser des moyens extrêmement importants et qui sont plutôt aujourd'hui l'apanage des gros retailers. Ensuite, je vais ajouter 2 points. C'est qu'on a encore 85% des ventes quand on est en omnicanal qui sont réalisées en magasin. Donc c'est quand même aussi bien de le rappeler. C'est-à-dire que le retail média digital, c'est important. Et aujourd'hui, c'est plus de la moitié du business, même beaucoup plus que la moitié du business, mais les magasins continuent d'exister. Et ensuite, il y a plusieurs produits comme on l'a vu. Quand on va aller annoncer sur du on-site, c'est à la portée à peu près de tout le monde. Quand on va vouloir mener des initiatives beaucoup plus poussées du type collaboration autour de la donnée, là on rentre dans des mécaniques qui sont beaucoup plus complexes et qui nécessitent des moyens d'accompagnement et qui sont réservés cette fois aux gros retailers et aux annonceurs de premier plan, parce que ça nécessite des expertises qui ne sont rentabilisables qu'à partir du moment où on met en face un scale d'investissement et des budgets qui sont conséquents. Maintenant, clairement, si je regarde aujourd'hui sur le on-site et sur le search aujourd'hui chez nous, on a des petits annonceurs. C'est-à-dire que j'ai des gens qui font des pralines à Nice qui annoncent aujourd'hui sur le site de Carrefour. Et ça présuppose de fait d'avoir des solutions technologiques qui ont été suffisamment automatisées pour permettre à des annonceurs plus modestes d'optimiser leur campagne, de mettre en avant leurs produits. Et c'est ça qui est intéressant dans le retail média, c'est que finalement il y a des produits pour tout le monde quand on a construit l'offre de manière un petit peu structurée et automatisée. Top. Merci beaucoup. Et du coup, on a beaucoup parlé des on va dire petites marques pour se lancer. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu des grandes marques en fait, qui se sont déjà lancées, qui en ont fait depuis plusieurs années en général. Et en fait, quels seraient les conseils que vous leur donnerez pour réussir à scaler en fait, le retail média, en tirer de la valeur justement à l'échelle à travers l'utilisation des data second party, du mélange de ces data avec leurs propres data, notamment que ce soit côté retailer, peut-être aussi côté publisher, et voilà, pour pouvoir faire du retail média intelligent et réussir à en tirer de la valeur à l'échelle. Il y a un certain nombre, on va dire, de challenges, qui soient organisationnels en interne, qui soient légaux aussi, pour réussir à croiser ces différentes données entre elles, qui soient d'ordre technique aussi. Donc il faut avoir les capacités techniques et l'environnement technique qui va permettre de partager ces données. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Sur quelques conseils pour réussir à scaler ça et du coup justement convaincre le CFO que ça fonctionne. Et on va peut-être commencer par Stanislas. Merci. C'est une question compliquée. Il y a le premier point qui, je pense, est pour moi un sujet d'organisation qui est un enjeu majeur. Je pense que quand on parle d'acteurs qui se sont lancés aujourd'hui sur le sujet depuis pas mal de temps, ce qui aujourd'hui, ce sur quoi ils travaillent, c'est ils ont déjà commencé à initier la route sur l'organisation de l'organisation. Donc comment permettre d'aller satisfaire leur stratégie sur l'expérience consommateur et mettre la donnée retailer au centre de plusieurs de leurs équipes et des enjeux de plusieurs de leurs équipes. Je pense qu'il faut continuer et je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément à un niveau local français, mais ce que l'on voit et ce que l'on conseil dans la mesure où on est écouté, on n'est pas des références sur l'accompagnement des consommateurs, nous, des marques sur ces sujets, mais c'est de penser peut-être encore plus large. Carrefour par exemple a une offre qui est à travers plusieurs pays, Amazon c'est pareil. Je pense que ces grandes marques doivent prendre encore de la hauteur et réussir à bâtir des centres de compétences à un niveau européen ou à un niveau mondial, ce que certaines d'entre elles ont commencé à faire, mais ce n'est pas toujours le cas. Notamment, je pense que la partie expertise analytique, la création et la constitution des use cases, la partie expertise data, la partie expertise tech, ce sont des choses
qui sont capables, enfin que vous pouvez centraliser d'une certaine mesure à un niveau, on va dire, régional et potentiellement mondial, pour laisser dans la main des équipes locales, les experts du terrain, les experts du business local, juste la problématique qui est déjà une grosse problématique du média et de comment j'adapte ma communication à mon consommateur. Je pense que ça, c'est quelque chose de très très important. Ouais, il y en a plusieurs. Procter est vraiment une référence sur le sujet. Ils ont, je pense, pour moi, un temps d'avance sur pas mal de monde. Après, des gens comme Unilever, Reckitt, Pepsi sont déjà en train de se poser ces questions-là de la régionalisation des compétences à un niveau européen et à un niveau mondial. Ouais, merci. Je vais un peu répéter ce que tu viens de dire, mais pour moi, il y a un élément qui est absolument fondamental, c'est le fait de finalement oublier la techno, oublier la data au profit du cas d'usage. Je le dis parce que souvent, on est très excité dans cette industrie par la technologie et les nouveautés, et parfois ça nous arrive d'oublier les cas d'usage, et c'est la meilleure façon de se planter. Donc, encore une fois, on repart du consommateur. Qu'est-ce qui va permettre d'apporter du bénéfice à ces consommateurs ou futurs consommateurs ? Déployer les cas d'usage, quelle techno, quelle data, et c'est ça en fait le bon ordre. C'est vraiment de travailler à partir du consommateur et ensuite de déployer le cas d'usage. Donc ça c'est le premier point. Le second point, je vais le répéter encore une fois, mais c'est de se faire accompagner. Donc il faut évidemment, faut développer des compétences en interne, c'est extrêmement important, mais je le répète, le rythme d'évolution de ces offres et des technologies est extrêmement élevé. Donc l'accompagnement pour moi fait partie des clés de la réussite. Et le troisième point, c'est de penser tout de suite à échelle et donc de construire des frameworks qui sont encore une fois des frameworks étape par étape, mais avec cette obsession de la scalabilité. Il faut commencer par le basique, et encore une fois c'est positif, pour aller vers le plus complexe. C'était quoi la question déjà ? Non, ce qu'on peut, je vais pas vous paraphraser, hein, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, moi, ce que je constate quand même, c'est que pour bien faire avancer les sujets complexes à l'échelle, mécaniquement, c'est des sujets qu'on initie en tout cas systématiquement à un niveau des directions générales Europe, de manière à ce que ensuite ça se déploie en local sans les frictions qui peuvent exister entre l'IT, le légal, parce qu'on on est passé rapidement sur ces sujets-là, hein, mais quand on va partager de la donnée, on va inclure l'IT qui a besoin d'envoyer la donnée dans un safe haven ou de la partager avec nous. On va avoir éventuellement besoin de remonter des informations. Puis mécaniquement, comme on va signer des contrats, qu'on partage de la donnée, il y a un moment où il y a le légal qui entre en ligne de compte. Et là, on commence à discuter un petit peu. Donc, je fais beaucoup de légal en ce moment, pour plein de raisons. Mais c'est pour ça tout à l'heure, d'ailleurs, quand j'insistais sur la donnée consentie, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a eu des grandes discussions avec LiveRamp, par exemple, quand on va signer un safe haven avec des clients, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein. On a des discussions tripartites entre les traitements de la donnée qui sont opérés chez nous, la manière dont on a collecté les consentements, et on a des clients qui, sur ces aspects-là, sont extrêmement pointus. Il faut être très clair, hein. Et on a des discussions qui peuvent être longues, qui sont constructives, avec des interlocuteurs de temps en temps, et c'est un point qui est quand même important, des interlocuteurs légaux qui n'ont pas toujours toute l'expertise nécessaire pour appréhender toute la complexité des traitements qu'on opère. Donc ça veut dire qu'on doit marketer et être extrêmement pédagogique sur la manière dont on fait les choses, être extrêmement transparent. Donc, en fait, tous ces sujets-là sont... C'est pour ça que je parlais de complexité tout à l'heure, hein, quand on veut vraiment faire des trucs à l'échelle. En général, on le prend finalement par le haut des organisations, de manière à avoir l'assurance d'aligner tout le monde, hein, finalement, pour être certain que ça va derrière aboutir et délivrer à scale. Et une fois qu'on a réussi à gérer finalement ces prérequis organisationnels qui sont extrêmement importants, là on arrive à vraiment rentrer dans le business et à faire des choses qui vont
finalement beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Voilà. Une fois que les prérequis sont réglés, finalement, ça va vite pour une simple et bonne raison, c'est que ça marche. Et en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça fonctionne pas, c'est pas magique, c'est pas toujours la première campagne, quoique honnêtement assez rapidement, mais très vite en fait on mesure, on optimise, ça fonctionne, ça délivre, et la question ne se pose plus après de savoir comment on amplifie en fait, hein, c'est naturel. Voilà. Merci beaucoup. Moi j'ai une question, alors déjà c'est presque de l'hygiène, vous avez été sympa à dire qu'il faut se faire accompagner, donc je vais être sympa aussi avec vous. Aujourd'hui, les marques, elles ont un peu dans une situation qui est assez simple pour choisir ces offres de retail média, c'est qu'il y a des telles différences de maturité entre les offres disponibles que c'est pas très compliqué de choisir les bons partenaires dans un territoire donné pour un canal donné. Mais vous le savez, l'offre en face, elle se structure très très vite. Tous les retailers, ils ont bien vu les 100 milliards. Là, cette slide, elle a dû circuler dans le Landerneau. Tout le monde a envie d'en croquer, donc tout le monde se structure. Donc je voulais juste faire un petit peu de... Vous avez probablement réfléchi à ça, c'est un peu de fiction, ou en tout cas d'anticipation. On se projette dans quelques années où des offres de retail média structurées, il va y en avoir 10 par marché. Comment vous voyez la stratégie des marques par rapport à ça? Comment est-ce que vous les anticipez, mettre tous les œufs dans le même panier, distiller leurs investissements? Pourquoi, comment le play stratégique dans un monde qui va devenir concurrentiel, qui n'est pas encore tout à fait, comment vous anticipez ça? Je te renvoie la balle. Merci. Oui, on est sur un marché qui est déjà concurrentiel. Je ne suis pas convaincu qu'il y aura 10 offres par marché. S'il y a déjà 3 champions par verticale, on aura déjà beaucoup de chance en réalité, parce que la barrière à l'entrée, elle est réelle. C'est-à-dire qu'après, on peut faire du retail média sur PowerPoint, sauf que le problème du retail média, c'est que ça se mesure très vite. Donc en fait, quand on le fait que sur PowerPoint, rapidement, ça se voit. Donc moi, je pense qu'il y aura 2-3 champions sur le food, et pas dans tous les pays. Parce qu'en fait, la France reste un gros pays, hein, à un niveau européen. Quand vous allez dans des pays plus petits dans l'absolu, la barrière à l'entrée, elle est phénoménale. C'est-à-dire qu'il y a plein de retailers qui ne pourront pas aller sur tous les cas d'usage qu'on vient de présenter. Donc je ne pense pas qu'il y aura une dizaine d'offres par marché extrêmement puissantes. Je pense qu'il y aura 2, 3, peut-être 4 acteurs par marché qui pourront opérer en retail média, et probablement qu'il y aura 2, 3 champions européens qui émergeront. Voilà. Je suis désolé de doucher peut-être un peu les espoirs de certains, mais voilà, il y aura après des gens très spécifiques sur des niches, etc., qui joueront, mais pas sur toute l'étendue des produits qu'on vient de lister. Le on-site est quelque chose qui sera, à mon sens, extrêmement diffusé de manière très large. Pour les autres produits, je suis moins certain. Moi, je ne vais pas faire de prospective. On dit souvent chez Amazon que dans des environnements qui sont très mouvants, la meilleure façon de savoir ce qui va se passer, c'est d'essayer de ne pas le deviner et c'est de se concentrer sur les choses qui ne bougeront jamais. Donc on se concentre, nous, sur des basiques, encore une fois, sur des fondamentaux, et qui sont vrais sur la partie retail media, mais qui sont vrais cross Amazon. Le premier point, c'est qu'on veut faire des choses qui amènent des bénéfices aux consommateurs. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est de créer des liaisons qui sont les plus pertinentes possibles entre des consommateurs et des marques. Ça passe par de la data, ça passe par de la technologie, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est une stratégie qui est une stratégie holistique. Encore une fois, le retail média, c'est très bien, mais il faut que le retail média s'inscrive dans une stratégie marketing, une stratégie business plus large. Et c'est l'ambition qu'on a, c'est vraiment de pouvoir accompagner sur la création d'impact sur l'ensemble du marketing et l'ensemble du business. Et ensuite, je voulais juste revenir sur la partie organisationnelle, parce que ça, pour le coup, c'est un point qui est quand même excessivement important. Peu importe le nombre d'acteurs qui vont se déployer sur le retail média, si les marques veulent vraiment tirer parti du retail média, elles vont devoir se réorganiser. Et je reprends tes propos. Aujourd'hui, on collabore beaucoup avec des groupes qui ont la data d'un côté, l'IT de l'autre, qui vont avoir le commerce d'un côté et qui vont avoir le marketing de l'autre. Et encore, ce que je viens de vous citer, c'est simplifié. Or, si on veut tirer parti d'une pratique qui se veut à l'intersection de beaucoup de domaines, il faut évidemment arriver à casser les silos
Et c'est encore une fois pour ça, je pense que c'est important d'adresser une CEO ou un CFO avec le retail média, mais sans en parler. Bon, j'ai un peu du mal à sortir ma boule de cristal. Après, je me dis que le retour au basique va être la clé dans la décision et le choix sur avec quel retailer faut-il collaborer dans une offre concurrentielle et potentiellement multiple. Je pense que les marques doivent se poser la question de la pertinence d'abord du retailer en question. Donc, quelle est ma part de marché chez ce retailer, quelle est la part de mon revenu à moi que ce retailer représente. Et ensuite, je pense que c'est une question on va dire de complétude de l'offre qui est proposée par le retailer. Est-ce que ce retailer va être en mesure de vous proposer d'avoir des audiences avec un volume suffisant pour que ce soit pertinent? Est-ce qu'il va vous proposer de pouvoir personnaliser vos audiences? Est-ce que vous allez avoir de la mesure? Mais si on va beaucoup plus loin, le retail média, c'est la suite de data sharing historique. Est-ce que le retailer va vous permettre de vous mettre à disposition sa donnée dans vos mains à vous, et potentiellement demain, si on parle dans 10 ans, directement dans vos outils? C'est, je pense, autour de ce côté un peu sexy dont tu parlais tout à l'heure, de l'offre, qu'il faudra aussi passer du temps pour comprendre. Ok, donc j'ai déjà en 10 ans identifié l'intégralité des use cases que je souhaite réaliser. Quelle est l'offre qui me permet aujourd'hui de le faire? Ça fait un segue magnifique pour la dernière question que Flo voulait à tout prix vous poser, donc merci Stan. Merci Jérôme. Donc effectivement, vous l'aurez compris, hein, le retail média, il faut y aller. On a beaucoup discuté comment y aller. Pour nous, je pense que le retail média, c'est aussi un des premiers axes de collaboration data et médias entre retailers et marques. Et donc, à votre avis, quels sont les prochains axes de collaboration, que ce soit au niveau du trade marketing, que ce soit au niveau de la supply chain, que ce soit au niveau de peut-être la collaboration aussi many to many finalement entre plusieurs retailers, plusieurs marques, plusieurs publishers. J'ai un peu envie de poser cette question sur what's next finalement après le retail média, et on va peut-être commencer par Stanislas. Merci. Je pense que Adrien a répondu en partie à la question tout à l'heure dans une des slides. Aujourd'hui, on parle du retail média comme un levier, on va dire, marketing, média. Il y a historiquement, je le disais il y a 2 secondes, mais on parlait du data sharing. Je pense qu'à un moment, il va falloir tacler. Enfin, en fait, l'enjeu ultime, c'est sur tous ces sujets de collaboration entre la marque et le retailer, de mettre le consommateur au centre. Donc, le data sharing, à une certaine époque, ça servait tous les enjeux Catman, donc optimisation d'assortiment, optimisation de promo, optimisation de plan d'INO, optimisation de la présence des commerciaux dans les magasins, etc. etc., etc. Je pense que le retail média, et en fait au sens large la data collaboration, ça va évoluer autour de beaucoup plus de use cases, pas limité à la façon dont je communique avec mon consommateur, mais aussi comment j'optimise mon assortiment en magasin en fonction des personnes qui sont présentes dans les magasins, comment j'optimise mes assortiments et mes offres en ligne en fonction des parcours de mes clients. Comment j'améliore ma présence en magasin sur toute la partie supply pour m'assurer qu'au moment où j'ai les plus gros volumes de consommateurs qui circulent dans les rayons, mon produit soit disponible. Je pense que ça va être une façon de repenser toutes les analyses qu'on faisait jusqu'à présent et les use cases qu'on faisait jusqu'à présent autour de cette donnée consommateur qui pour moi va être un enjeu clé. Et après, en effet, quand on parle de many to many, il va y avoir beaucoup de sujets, mais on l'a vu, c'est un jeu de billard à multiples bandes. Il n'y a pas seulement le retailer, il n'y a pas seulement la marque. Derrière, il y a évidemment le consommateur, mais il y a aussi toutes les plateformes qui vont être utilisées pour aller toucher le consommateur. Et aujourd'hui, comme le disait Nicolas tout à l'heure, par exemple, il y a des use cases qui vont être pertinents sur la télévision, par exemple. Comment est-ce que cette donnée retail, je vais la rendre à disposition des marques pour qu'ils puissent activer sur un canal qu'ils utilisent énormément, qui est la télé. Comment est-ce qu'en tant que retailer, j'ai déjà des partenariats actifs avec des walled gardens ou avec ces acteurs de la télé pour permettre la mesure grâce à ma donnée. Ça, je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir chez la vente, on appelait ça des flywheels. Donc c'est des espèces de roues, de réseaux où plusieurs types d'acteurs sont connectés. Quand on commence à avoir ce genre de proposition de valeur en tant que retailer et ces connexions avec tous les acteurs de l'écosystème, on commence à avoir une proposition de valeur ultra sexy. Ouais, deux choses. Le premier, encore une fois, le retail média, ça doit s'inscrire dans un contexte business plus large. Et le business, ça repose sur le commerce et sur le marketing. Donc les cas d'usage retail média,
à l'avenir, doivent aussi synchroniser avec toute la stratégie de prix et de promotion d'une marque. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à effectuer chez Amazon Ads, et je pense que voilà, le futur ira dans un sens encore plus intégré, avec une perméabilité des signaux entre les signaux retail et les signaux marketing. Ça, c'est le premier point. Et le second point qui est extrêmement important, c'est comment on peut enabler des cas d'usage, c'est l'interopérabilité. Donc on fait, nous, un gros travail chez Amazon Ads d'interopérabilité avec des partenaires tiers comme LiveRamp, par exemple. On l'a vu dans les slides tout à l'heure. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'on est très lucide sur le fait que un seul groupe ou une seule technologie ne peut pas répondre à l'ensemble des cas d'usage, et qu'il est très important de se connecter aussi au reste des stacks technologiques d'une marque ou d'un industriel pour justement arriver à être le plus pertinent possible pour les consommateurs et pour cette marque. En fait, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La question sous-jacente, en fait, c'est quelle organisation entre le trade, finalement, donc le commerce, et le retail média. Walmart y a apporté une solution qui est de dire, j'ai d'un côté Walmart Luminate qui va se concentrer sur les usages du category management avancé et de l'optimisation de la supply, qui est quand même un sujet dont on discute assez peu, mais qui est quand même majeur dans les logiques de collaboration et d'optimisation. Et d'un côté, un Walmart Connect qui, lui, est vraiment dédié à la partie retail média, avec probablement une saine imperméabilité entre les deux, qui permet d'un côté de concentrer les négociations commerciales, vraiment d'un côté, et de maintenir un business de retail média finalement assez autonome des fluctuations, des discussions commerciales qui peuvent avoir lieu, en fait. Voilà. Merci messieurs. Bravo pour cette capacité à répondre de façon intelligente à des questions posées à la volée, donc on n'avait aucune connaissance bien sûr avant cet événement. Je voudrais ouvrir des questions à la salle, donc je ne sais pas si quelqu'un brûle de poser, vous avez la chance d'avoir ce qui se fait de mieux sur le marché, en matière de tech, en matière d'offres. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Adrien, Stan et Alexis? Je vous donne le micro, dites-moi. Bonjour. Je suis Elsa, je travaille chez Nocibé, donc on est en train de développer avec le groupe Douglas du retail média, c'est un gros sujet. Alors moi je suis côté retailer et j'ai des gros enjeux européens plutôt. Et c'est vrai que je compare pas mal avec l'Europe, et je trouve qu'en Europe on parle beaucoup de projections, d'avenir, de comment on va développer le business. Et j'ai pas eu ce point-là ce matin, et j'ai beaucoup de questions sur ce sujet-là. Après, c'est parce que c'est mes sujets du moment. Mais un peu, voilà, c'est quoi la projection? On fait que dire que le retail média, ça va croître. On parle de plus 60%, c'est le groupe M qui a dit ça pour 2026. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? C'est quoi les solutions de demain? On a parlé de la mesure, on a parlé de la data. Mais concrètement, j'ai pas précisé aussi, mais avant, je travaillais pour Leclerc sur la régie publicitaire aussi. Donc, j'ai l'impression depuis plusieurs années qu'on voit les mêmes choses. Et je me pose la question de comment tout ça va évoluer et comment nous, en tant que retailer, on va le faire évoluer. C'est une grande question. Hein. Bon courage, vous avez 2 heures. Merci beaucoup. Alors, qui a envie de répondre à cette question, cette thèse de doctorat? Qui veut faire une thèse de doctorat sur l'avenir du retail média? Alors j'espère ne pas avoir 2 heures, et on discute beaucoup avec Jessica, donc on a 2-3 idées de ce que vous pouvez faire. C'est déjà une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on est au-delà de la projection, hein. Vous connaissez les chiffres du coup de Consorégie, on parle pas forcément, on donne pas forcément d'idée des chiffres de Carrefour, en tout cas de Carrefour Links, mais on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros bien entendu. Pour Amazon, je suis pas sûr qu'Adrien communique non plus les chiffres, mais on parle d'un petit peu d'argent également. Donc en fait la réalité en Europe, quand on dit que le marché aujourd'hui c'est déjà 10 milliards, c'est déjà 10 milliards. Donc on est déjà sur des marchés, je ne reviens pas sur le SRI dont l'estimation de marché pourrait être peut-être un peu affinée, mais on est déjà, je crois, à plus de 800 millions sur leur dernier truc. Donc on est déjà quand même sur une réalité qui est extrêmement tangible en termes de business. Donc ça c'est quand même le premier point. Et on est aujourd'hui sur des budgets de certaines marques qui sont investis, qui se comptent en plusieurs millions d'euros,
Et pour les plus grosses, si je parle de ce qui se passe chez nous, on commence à tangenter une dizaine de millions d'euros pour certains, en fait. Donc on est quand même déjà sur une réalité qui est quand même matérielle, j'ai envie de dire. Donc où est-ce qu'on va aller? Je pense qu'on va amplifier les choses. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'annonceurs et de partenaires qui vont s'engager justement dans des collaborations plus complexes, à l'échelle, plus uniquement locale. C'est-à-dire que moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a, on a 5 à 7 grands partenaires qui ont cette capacité à envisager des dispositifs à un niveau européen de manière structurée. Les autres acteurs ont des approches encore très locales qui, pour certains ou dans certaines géographies, confinent encore au test. Et on sent qu'en fait, dans les organisations côté industriel, il y a quand même une structuration très forte qui se fait de leurs propres organisations avec je peux prendre l'exemple de L'Oréal qui ne s'en cache pas, mais qui est en train de centraliser des organisations pour traiter de ces sujets-là. C'est le cas chez d'autres très gros industriels du DPH. C'est moins le cas, c'est vrai aujourd'hui, sur les annonceurs purement alimentaires. C'est peut-être parce qu'il y a encore ce réflexe télé qui est très fort, mais en tout cas on sent que ça commence à frémir de manière extrêmement significative, et sur certains c'est carrément déjà en ébullition. Voilà. Je l'ai fait en moins de 2 heures, j'ai peut-être pas pris toute la dimension de la question, mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui est déjà matériel. Merci Alexis, je vois une deuxième question. Merci beaucoup, merci pour vos échanges et votre transparence. Donc Claire Mailleux, moi je suis ex-Meta, ex-Renault. J'en ai rencontré certains d'entre vous. J'ai 2 questions. La première, c'est sur la standardisation du marché. Ça, on ne l'a pas trop abordé ce matin. Et alors c'est une question hyper ouverte. C'est quel est votre point de vue et quel impact? Parce qu'on parle d'interopérabilité, mais pour moi la notion de standard, l'IAB sur l'Open Web avait fait beaucoup de travail, mais voilà, où en est le marché? France, Europe, mais bon, plutôt français, première question. Et deuxième question, pour toi Alexis, c'est où en êtes-vous de votre partenariat avec Publicis? C'est peut-être lié d'ailleurs. Voilà. Merci. Tu veux Je m'adresserai juste sur la partie standardisation, évidemment. Donc c'est une notion qui est hyper importante. Pour moi, elle doit se travailler au niveau le plus scalable possible, parce qu'on parle d'acteurs à empreinte mondiale. Il y a des groupes de travail qui existent. Donc Amazon Ads fait partie de ces groupes de travail avec les différentes instances de l'industrie. Il y a évidemment un travail à faire d'uniformisation qui est nécessaire, qui prendra du temps. On voit que les mesures ne sont pas forcément alignées, même derrière le terme de ROAS par exemple, peut cacher des différences de méthodologie. Donc c'est important, c'est en cours. Je pense qu'il va falloir être un tout petit peu patient, mais voilà, c'est en cours de structuration. Je serais totalement... C'est-à-dire que là, on est en train de se dire qu'effectivement, ce serait pas mal d'y réfléchir. Pour ce qui concerne la deuxième partie de la question, ou en tout cas la deuxième question, j'ai des journées bien remplies et les choses avancent exactement comme prévu. Stan, peut-être sur la standardisation, parce que in fine, LiveRamp est l'un des outils de la standardisation d'une certaine façon. C'est ton point de vue là-dessus? Oui, alors je pense qu'on l'a dit, mais en effet, c'est des choses qui prennent du temps, mais c'est la préoccupation majeure des 5, 10 dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les 2 questions qui se posent, c'est à quelle place, enfin les 3 questions qui se posent, c'est à quelle place dans ma stratégie média je positionne le retail média. Donc est-ce que je m'en sers comme un outil de performance pour générer de la conversion? Est-ce que je m'en sers comme un outil de notoriété? Ça, c'est des choses qui sont en train d'être travaillées et en train d'être discutées dans pas mal d'instances. Le deuxième point, c'est comment est-ce que je fais évoluer mon organisation? Est-ce que ma stratégie CRM, elle doit être liée avec ma stratégie retail média? Est-ce que ma stratégie média doit être liée avec ma stratégie CRM? Et surtout, comment je le fais? Donc là-dessus aussi, c'est beaucoup de questions d'organisation dont on a parlé, qui sont posées par ces acteurs-là. Et le dernier point, c'est la mesure. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard de mesure sur la capacité à mesurer l'impact et la performance du retail média. Est-ce que je me limite à utiliser un ROAS mais qui n'est pas forcément pertinent? Est-ce que je dois plutôt parler
Et en fait, ça doit être les objectifs, enfin, ça doit être défini en fonction des objectifs que l'on recherche à chaque campagne presque. Mais donc tous ces acteurs-là dont on a parlé se réunissent de façon très très régulière. LiveRamp a pendant pas mal d'années été une référence notamment sur le sujet de la mesure et en partenariat, enfin, et partenaire de beaucoup d'acteurs pour lesquels il opère la mesure, notamment des plateformes ou des wall gardens. Et donc on apporte notre pierre à l'édifice. Il y a déjà des premiers papiers qui sortent sur ce sujet de la part de l'IAB et ça va continuer à avancer, je pense. Mais ouais, en effet, je pense qu'il faut attendre un peu pour avoir ces standards sur chacune de ces verticales. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive au terme. Alors, c'est Artefact, hein, donc le côté art, c'est qu'on est à l'heure. Fact, c'était précédemment. Je voudrais pas priver quelqu'un qui aurait une dernière question à poser. Donc, si c'est le cas, je regarde la salle. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc il me reste à vous remercier d'être venu aujourd'hui. On remercie vraiment beaucoup notre panel d'experts qui a été vraiment très brillant, encore une fois. Il me reste à vous inviter aux prochaines matinales. Donc la prochaine matinale de la data aura lieu quelque part fin avril sur un sujet dont on parle assez peu en ce moment, qui est l'IA générative. C'est un sujet sur lequel on bosse évidemment beaucoup chez Artefact, donc et puis c'est très marrant, donc on vous engage à venir entendre les experts là-dessus. Et il y en aura une prochaine en juin également sur un sujet aussi assez sous le radar, qui est la data pour les enjeux de la sustainability. Qui nous occupe aussi beaucoup en ce moment. Donc merci beaucoup d'être venu, merci mille fois Alexis, Stan, Adrien, merci Flo, et puis à bientôt. Merci.